Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur la structure interne de la Terre. Je vais commencer par une petite mise en perspective. Donc, c'est gros comment la planète Terre? J'ai pensé à vous donner une référence par rapport à un astre que vous voyez, en fait, la Lune. Hein, vous la voyez entière, une fois par mois presque, lorsque les nuages le permettent. Hein, c'est gros comment la Lune? Elle est beau être loin, c'est quand même gros, mais c'est pas si gros que ça. Donc, on va se donner une échelle de grandeur. Hein. Donc, la Lune que vous voyez dans le ciel, elle fait 3500 km de diamètre. Ouais, mais puis, hein, c'est gros comment, ça, 3500 km? Des fois, c'est pas évident de s'imaginer, là, c'est gros comment. Donc, on peut le mettre en échelle par rapport à notre Canada, disons, par rapport à notre Canada. C'est déjà moins large que le Canada en entier. Donc, si on veut, vous voyez là, le Canada à l'écran, c'est moins large que... Le Canada est plus large que la Lune. Donc, la Lune, c'est faisable hein, de se mettre à marcher et à faire le tour de la Lune. On peut se dire que à raison d'environ 6 heures de marche par jour pendant un an, tu as fait le tour de la Lune. Donc, c'est faisable. Hein? C'est pas infini comme grandeur. La Terre, elle fait environ 4 fois plus de diamètre, c'est-à-dire 13 000 km en largeur de diamètre, donc environ une quarantaine de milles là, pour faire le tour. Encore une fois, c'est pas infaisable, mais c'est gros. Hein? Mais c'est gros comment par rapport à tout ce qu'on connaît, ce qu'on peut observer dans le ciel? Hein? Je viens de vous montrer la Lune. Imaginez-vous si on avait à se comparer, par exemple, à Jupiter. Là, vous avez Jupiter à l'écran. Là. Jupiter, c'est 10 fois plus de diamètre que la Terre. Donc, aux alentours de 140 000 km, ça devient gigantesque. Mais c'est rien, ça, quand on le compare avec, par exemple, notre Soleil qui est peut-être gros comme la Lune quand on le regarde dans le ciel, mais pourtant, le Soleil, il fait au moins 10 fois le diamètre de Jupiter, c'est-à-dire 1 400 000 km de diamètre. Okay? Et ça, c'est une des plus petites étoiles qu'on connaît dans le ciel. Donc, c'est gros, mais c'est pas si gros que ça. Et là, je vous réfère à la petite bille que vous voyez à l'écran, pardon. Donc, la petite bille qui est là, hein, c'est la planète Terre. Donc, la Terre, c'est vraiment tout petit, mais c'est quand même gros à l'échelle d'un être humain. Ça, c'est juste pour se donner une idée de grandeur. Puis là, on va rentrer dans la Terre. On remet les pieds sur Terre. Je vais commencer par vous parler en fait des différentes enveloppes de la Terre. On les différencie au nombre de 4. Donc, pour se repérer dans les différentes enveloppes, on va leur donner des noms. Là, on va aller sous nos pieds, donc on va parler de la roche. Roche en grec, on parle de lithos, et cette fameuse enveloppe-là, on va lui donner le nom de lithosphère. Donc, la roche, lithosphère, l'eau, hydrosphère, donc hydro comme dans Hydro-Québec par exemple, donc tout ce qui est eau, c'est hydrosphère, tout ce qui est air, ce que vous respirez, hein, quand tu t'en vas dans l'espace, à un moment donné, il n'y en a plus. Donc, il y a une petite couche d'air qui enveloppe la Terre et on appelle ça l'atmosphère. On va en reparler dans le cadre de d'autres capsules. Et nous, les êtres vivants, on fait partie de quelle sphère? On fait partie de la biosphère. Donc, les êtres vivants, bio, on va les regrouper sous une autre enveloppe qu'on va appeler la biosphère. Vous avez 4 enveloppes, là, on va s'attarder surtout à la lithosphère, puisqu'on va rentrer sous nos pieds dans l'espèce de portion rocheuse. Donc, une autre image que je vous donne ici, donc, par exemple, tout ce qui est sable, tout ce qui est roche, hein, tout ce qui est dans le sol, c'est la lithosphère, je le répète. Maintenant, les océans, les lacs, les rivières, les nuages, hein, la pluie, la neige, la glace, tout ça, c'est l'hydrosphère, donc c'est de l'eau sous toutes ses formes. Tout l'air que vous respirez quand on monte dans le ciel, ça c'est l'atmosphère. Et les êtres vivants, là, vous pouvez compter, là, c'est tout imbriqué tout ça. Donc les enveloppes, ils s'imbriquent les unes dans les autres. Hein. Il y a les vers de terre qui sont dans la lithosphère, tandis qu'il y a les poissons qui sont dans l'hydrosphère, mais tout ça, ce sont des enveloppes de la Terre. Et là, la capsule qu'on fait ensemble, en fait, c'est à propos de la lithosphère surtout, donc on rentre sous nos pieds. Référence à vos notes de cours, donc la page 103, vous allez noter quelques petites choses en lien avec la structure interne de la Terre. On va commencer avec la partie supérieure, on va nommer les différentes structures, puis on va essayer de voir quels sont un peu les qualificatifs qu'on peut leur donner à ces fameuses grosses structures-là, qui ne sont pas si grosses que ça, bien entendu. La première image que je veux vous donner, si vous avez eu la chance d'aller dans une piscine très profonde, disons une piscine publique, vous êtes allé dans le profond, là, si vous avez été assez brave pour aller 2-3 mètres en profondeur, vous vous rappelez certainement que vous avez eu mal aux oreilles. C'est tout à fait normal. Hein. Quand on descend en profondeur, on a tout l'eau qui est au-dessus de notre tête, en fait, qui appuie, en fait, sur toutes les parties de notre corps, sur nos tympans et tout. Donc, plus on va descendre en profondeur,
plus il va y avoir de la pression. Donc, on retient ça. Descendre en profondeur, là, on va descendre dans la terre, mais on retient que quand on descend, plus on va profond, plus il y a de la pression. L'autre image que j'aimerais que vous ayez en tête, hein, je vous la mets à l'écran, vous avez peut-être déjà vu ça, les manchots, par exemple en Antarctique, hein, qu'est-ce qu'ils font quand il fait super froid? Hein? L'endroit le plus froid sur la planète Terre, moins 70, on a quoi? On a des manchots qui se tiennent tous en tapon. Donc, ils se collent tous, ils augmentent la pression, ils se collent tous les uns contre les autres pour préserver et générer de la chaleur. Donc, qu'est-ce qu'on retient? Lorsqu'on augmente la pression, on augmente aussi la chaleur. Donc, plus de profondeur, plus de pression, plus de chaleur. Donc, si j'avais à vous demander, hein, c'est quoi l'image que vous avez en tête quand vous imaginez qu'est-ce qu'il y a dans le milieu de notre planète Terre, hein? Je prends la grosse planète, qui n'est pas si grosse que ça, là, puis je l'ouvre, je regarde dedans. Hein? Vous auriez certainement nommé des choses qui ressemblent à ce que vous voyez là à l'écran, là, donc une espèce de magma en fusion. C'est pas totalement faux de s'imaginer ça, là. Vous remarquez qu'il y a un petit noyau, hein, dans le milieu, donc le petit noyau qui est peut-être gros à peu près comme la Lune. On a une petite Lune qui a un petit noyau dans le milieu, puis on a une espèce de lave autour, mais on va essayer de mieux schématiser ces espèces de structures-là. C'est pas exactement de la lave, donc on va le décomposer. Vous avez dans vos notes une image comme ça, là, qui est comme la boule de la Terre, en fait, avec le corps de son volume qui est ouvert pour voir l'intérieur. On s'imagine un œuf, là, c'est un peu la même chose. Hein? Vous avez comme le noyau au milieu, l'équivalent du jaune d'œuf. Hein? Et autour du jaune d'œuf, il y a le manteau, qui est l'équivalent du blanc de l'œuf. Hein? Donc, c'est la portion la plus volumineuse de notre Terre. Là. Tout ce qui est à l'intérieur, on a surtout du blanc, puis il y a un petit noyau jaune dans le milieu, qui n'est pas si petit que ça quand même. Là. Et autour, on a une petite coquille. Hein? La coquille de l'œuf, c'est très, très mince. Mais c'est pareil pour la Terre. Hein? La croûte qu'on va appeler maintenant, c'est l'espèce de coquille de la planète. C'est la croûte terrestre. Maintenant, chacune de ces composantes-là, entre autres le noyau, on va le subdiviser. Donc, vous pouvez noter, par exemple, qu'on a le noyau externe, on le différencie du noyau interne, qui est la graine au centre. Pourquoi? Je vais le répéter à plusieurs reprises, c'est simplement à cause de leur état. Donc, il y en a un qui est liquide, l'autre qui est solide. On a aussi la croûte terrestre qu'on va diviser. Celle qui est sous les océans, on va appeler la croûte océanique, pardon, et celle sur laquelle on marche, hein, c'est la croûte continentale. C'est composé de quoi? Hein? C'est composé de quoi? Les métaux les plus lourds sur la planète Terre, par exemple le fer, le nickel, hein, c'est eux qui ont été les plus propices ou ceux qui avaient le plus de chances de s'en aller en profondeur puisque c'est les plus lourds et se sont agglomérés au centre de la Terre sous la forme d'une graine et d'un noyau. On est chanceux parce que grâce à ces mouvements-là, je fais une petite parenthèse, hein, mais on a une espèce de champ magnétique autour de la planète Terre qui nous protège, puis on va en reparler dans votre secondaire. Là. Ça va arriver à quelques reprises de voir c'est quoi l'utilité de tout ça. Même l'an prochain, secondaire 2, on va voir ça. Donc, on retient extrêmement chaud puisque c'est extrêmement de pression au centre de la Terre. Hein. De mémoire, le centre de la Terre est même plus chaud que la surface du Soleil. Donc, c'est pas nécessaire de retenir là, les degrés exacts, là, mais c'est extrêmement de pression, donc extrêmement de chaleur. Maintenant, on différencie le noyau interne du noyau externe simplement parce qu'il y en a un qui est liquide. Hein? Celui qui est le plus à l'extérieur, le noyau externe, il est liquide. Au centre, il y a trop de pression, tout ça, ça reste solide. On a le manteau, finalement, le manteau qui est, c'est ça qu'on aimerait peut-être un peu déconstruire. Okay? C'est vraiment juste comme de la roche. C'est de la roche extrêmement chaude. Okay? On ne pourrait pas y toucher. C'est comme de la lave tellement que c'est chaud. Mais c'est pas de la lave, c'est plutôt de la pâte de roche. On s'imagine que ça bouge quand même, un peu comme de la lave qui serait en fusion, mais puisqu'il y a tellement de pression, c'est plutôt de la roche chaude qui se déplace tranquillement. Et donc, on retient que c'est chaud et que c'est une forme de pâte qui est aussi solide. Et maintenant, la croûte, bon, la croûte essentiellement, c'est solide, hein, on marche dessus, même en dessous des océans, donc en dessous de l'eau, il y a de la croûte, c'est de la coquille, hein, c'est donc aussi solide. Et bon, en fait, ça englobe, en fait, on n'a pas accès finalement au manteau si on ne traverse pas d'abord de la croûte, que ce soit au fond des océans ou sur nos continents. Vous avez dans la portion inférieure de vos notes, vous pouvez juste vous rappeler un peu les éléments les plus importants au niveau des caractéristiques de cette structure-là de l'intérieur de la Terre. Donc, ce qu'on retient, c'est que plus on descend en profondeur, plus il fait chaud. Hein, pas besoin de retenir les degrés exacts, je l'ai dit. Mais plus on descend, plus c'est chaud.
Hein, on a même la possibilité, on va en parler l'an prochain, mais par la géothermie, d'utiliser cette chaleur-là pour produire, ou pour, en fait, on transforme cette énergie-là pour la réutiliser à nos besoins, les êtres humains. Je vous ai laissé de la place pour noter finalement les épaisseurs de chacune de ces structures-là. Vous pouvez retenir que, bon, il y a le manteau qui occupe le plus gros volume, puis il y a le noyau qui n'est pas si petit que ça au centre. Vous avez aussi un espace pour noter finalement les phases de chacune des structures. Pourquoi? Parce que c'est justement pour cette raison-là qu'on distingue finalement le noyau externe du noyau interne. C'est simplement parce qu'il y en a une qui est liquide, hein, le noyau externe. Et j'ai tenté de vous illustrer en format extrêmement exagéré, puisque la croûte, elle est vraiment mince, hein, vous ne la verriez pas si on l'avait dessinée à l'échelle. Si on a, par exemple, de l'eau là, qui flotte en surface, que ce soit les rivières ou les lacs, là, ça ne compte pas vraiment, c'est de la croûte continentale malgré tout. Mais lorsqu'on a une grande surface d'eau salée, souvent, et avec une toute petite croûte en dessous, on va parler de croûte océanique, et lorsque on est sur un continent, on va parler de croûte continentale. Hein, donc, si je l'approche, là, juste pour vous montrer à quel point on peut exagérer là-dedans, là, donc la limite, hein, lorsqu'on arrive à la fin d'un continent, c'est pas la fin d'une plaque tectonique, on va en reparler, mais c'est là qu'on va séparer la croûte continentale de la croûte océanique, sous les océans. Ceux et celles qui veulent savoir comment on a fait pour déterminer l'intérieur, en fait, comment on a fait pour savoir ça, qu'est-ce qu'il y avait en dedans de la Terre, la structure interne, je vous invite à aller voir une belle vidéo de David de la chaîne Science Étonnante qui explique un peu que grâce à l'étude des vibrations créées par les tremblements de terre, les séismes, à l'échelle de la planète, hein, ça se promène sous terre, les vibrations de ça, là. Et c'est très, très bien expliqué, très bien vulgarisé, malgré que ce soit beaucoup plus complexe que la portée de cette présente capsule. Mais sachez que, par exemple, lorsqu'on a un tremblement de terre au Japon, ben, on ressent les vibrations même jusqu'à Montréal, et c'est tout à fait normal. Et c'est en étudiant justement le temps que ça a pris, entre autres, qu'on va être capable de déterminer, en fait, qu'est-ce qu'il y a en dessous de nos pieds. Et c'est pas en allant faire un tour, puisqu'on n'est jamais allé. Je termine justement sur une image comme celle que vous voyez à l'écran, c'est beaucoup plus visuel pour vous. Hein? Si vous allez sur le bord de la plage, vous imaginez que vous voyez l'océan, en dessous de vos pieds, là, la portion brune qu'on voit là, à l'image ici, là, c'est justement la croûte, et en dessous de la croûte, on a le manteau. On n'est jamais allé dans le manteau. Okay? Dans les échelles de grandeur, je vous avais marqué 0-100 parce qu'on on arrondit pour retenir les chiffres, là, mais réellement parlant, le plus mince qu'il y aurait sous un océan, on estime ça à 5 km, tandis qu'en dessous des plus grosses montagnes de la Terre, on parle d'environ 65 km. Et anecdote, hein, le plus profond que l'être humain là, est allé sous terre, hein, c'est environ le trou le plus profond qu'on a fait, là, une douzaine de kilomètres. De mémoire, c'était en Russie. Donc 12 kilomètres, c'est rien sous nos pieds. Là, si on le dessine, c'est rien. On a à peine effleuré, gratigné la terre. Tandis que la croûte, elle représente, donc pour se rendre au manteau, on aurait juste à franchir 1% de la profondeur pour se rendre au centre de la Terre. Donc voilà, c'est ce qui résume, dans le fond, les structures internes de la Terre et leurs caractéristiques, et ce qui termine cette capsule.